président de l'UMS, l'Union des magistrats sénégalais, devant le grand jury. Maguette Diop, l'invité d'Antoine Diouf ce dimanche. L'indépendance de la justice en question, la problématique de son renforcement, le débat sur le pouvoir judiciaire au Sénégal, réalité ou simple chimère, les grands dossiers judiciaires entre autres. Le grand jury, Maguette Diop, président de l'UMS, Antoine Diouf, dimanche, 11h-12h sur Radio Futur Média. Merci Georges Diop, merci à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand jury. Notre invité ce dimanche est le juge Maguette Diop, président de l'Union des magistrats sénégalais. Président Maguette Diop, bonjour. Bonjour, M. Diouf. C'est avec un immense plaisir et avec beaucoup d'intérêt que nous vous recevons dans cette émission. Occasion pour échanger avec vous sur de nombreuses questions qui nous préoccupent, mais qui préoccupent également nos auditeurs qui ont été nombreux à réagir à travers notre page Facebook. 80% de leurs questions portent sur la responsabilité et l'indépendance de la magistrature. Et vous pouvez nous suivre en direct sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM, mais aussi sur nos applications mobiles RFM Dakar et RFM et vous. Digital Manager, Cherfal, au micro Antoine Diouf, à la technique Marie-Justine Diogo. Maguette Diop, comme le veut la tradition, permettez-moi de vous présenter au public qui vous suit et qui s'intéresse à vous. Vous êtes marié et polygame, titulaire d'une maîtrise en droit option judiciaire, major de votre promotion à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en 1997. La même année, vous êtes admis au centre de formation judiciaire sur concours option magistrature. Et actuellement, vous y êtes en tant que formateur. Maguette Diop, vous êtes également titulaire d'un diplôme d'études approfondies en droit de l'intégration, membre de la commission de réforme du code pénal et du code de procédure pénale. Pour ce qui est de votre expérience professionnelle, vous êtes actuellement juge à la commission d'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, la célèbre CREI, c'est depuis avril 2016. Fonction exercée cumulativement avec celle de vice-président du tribunal de grande instance hors classe de Dakar et dont vous présidez la deuxième chambre correctionnelle. Auparavant, vous avez été assesseur titulaire à la CREI, puis assesseur suppléant. Pour finir, vous êtes ancien président du tribunal de Fatick de 2007 à 2008, ancien président de la troisième chambre correctionnelle 2006-2007, coordonnateur des équipes de flagrant délit, juge de l'application des peines. Aujourd'hui, vous dirigez l'UMS et de 2011 à 2015, vous étiez vice-président de l'Union des magistrats sénégalais. Rien n'a été oublié, président. Je vous remercie, M. Diouf. Je voudrais tout simplement, si vous me permettez, rectifier un peu. J'étais président du tribunal régional de Fatick de 2011 à 2015. Très bien. Alors, la semaine dernière, lors de l'Assemblée générale de l'UMS, vous avez fait état du renforcement de l'indépendance de la justice qui est défini comme suit dans l'ouvrage intitulé « L'indépendance de la justice » sous la direction de Joseph Aspiro Sedki, Guillaume Delmas et Sébastien Rode. Je cite donc, « Loin d'être une notion univoque au contenu figé et auquel il suffirait de comparer le fond du droit d'un État ou d'un système juridique, l'indépendance de la justice pose de nombreux problèmes, tant dans sa définition que dans l'intérêt doctrinal qu'elle suscite ou la mesure de son degré de concrétisation en droit positif. » Fin de citation. Président Maguette Diop, partagez-vous cette définition ou bien vous définissez l'indépendance de la justice autrement? Voilà, je vous remercie, M. Diouf. Permettez-moi d'abord, à l'entame de mon propos, de vous remercier très sincèrement pour votre invitation. Permettez-moi également de saluer vos auditeurs et vos auditrices. Je voudrais également vous féliciter aussi pour l'excellent travail que vous êtes en train d'effectuer. Merci. Et surtout pour la place de choix que vous occupiez dans l'univers médiatique. Merci.
J'en profite également pour remercier aussi votre confrère, M. Khan, qui a eu à vraiment déblayer le terrain. Mahmoud Ibra Khan. Mahmoud Ibra Khan, voilà. Oui. Donc cela dit, M. Diouf, je veux effectivement, la question de l'indépendance de la justice est une question centrale. Oui. J'allais même dire que c'est la marque de fabrique du pouvoir judiciaire. Parce qu'on ne peut pas concevoir une justice qui n'est pas indépendante. Et si vous faites très attention au communiqué du bureau exécutif, on met toujours en exergue le renforcement de l'indépendance de la justice. Pour nous, l'indépendance est déjà consacrée par la Constitution. Mais on est en train de se battre pour que cette indépendance soit renforcée. Ce n'est pas un luxe pour nous, mais c'est plutôt un socle, une valeur fondamentale à laquelle notre justice est adossée. Donc j'estime que, effectivement, je partage cette maxime, mais je voulais tout simplement y ajouter, en mettant effectivement l'accent sur cette notion, pour que les gens puissent comprendre qu'en réalité, les magistrats ne se battent pas pour un pouvoir judiciaire indépendant. Oui, quel est l'état de l'indépendance de la justice au Sénégal? L'indépendance de la justice, c'est une œuvre continue. J'allais l'appréhender sous deux angles. D'abord, au plan des principes, l'indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée par la Constitution, je l'ai dit tantôt. L'article 88 de notre charte fondamentale le dit très clairement. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. C'est la même disposition, ou l'article 90, si vous voulez bien, qui précise également les garanties qui permettent de rendre cette indépendance plus concrète. Mais aussi, au-delà des principes, l'indépendance aussi s'apprécie au plan individuel, au plan personnel. Je suis d'avis que l'indépendance de la justice s'apprécie aussi au plan individuel. L'indépendance de la justice, je l'ai dit et je le redis, que l'indépendance de la justice est d'abord un état d'esprit. Question d'auditeur, il s'appelle Mamadou Dieng. Je voudrais savoir si réellement les magistrats sénégalais veulent être indépendants ou ils veulent continuer la victimisation pour garder cet état de fait. Réponse. Je réponds simplement par lui dire que les magistrats du Sénégal sont absolument indépendants. Je ne me base pas sur la perception, mais je base sur des faits concrets. Lesquels exactement? Les faits concrets, M. Diouf, si vous voyez l'œuvre de la justice telle qu'elle est distribuée au Sénégal, à part quelques dossiers qui suscitent l'intérêt aux yeux de l'opinion publique, les magistrats jugent à longueur de journée des centaines et des centaines de dossiers. Des individus sont arrêtés, jugés et relaxés. Ils rentrent tranquillement chez eux. Si vous voyez les jugements qui sont portés sur la justice, c'est à partir de quelques dossiers. Est-ce que sur la base de ces simples dossiers, on peut s'y fonder pour porter un jugement global sur le pouvoir judiciaire? Et même si on se fie, même si on en juge à travers ces dossiers, j'aimerais qu'on me dise en quoi on peut mettre en doute l'indépendance des magistrats. Les magistrats ont toujours assumé cette indépendance. Vous-même, vous le dites à travers la presse. Certains magistrats sont eux-mêmes à être affectés. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris des décisions, selon vous. Jugées courageuses. Jugées courageuses. Et alors, pourquoi ce magistrat ne doit pas être... Sauf que ce n'est pas le cas de tous les magistrats. En même temps, il faut le dire, président. Bon, ça, c'est une affirmation qui n'engage que vous, M. Diouf. Absolument. Mais est-ce que vous pouvez donner des cas concrets sur lesquels on peut se baser pour dire que ces magistrats n'ont pas joué leur rôle en toute indépendance? Ça aussi, je veux qu'on se base sur des faits concrets. Sur des faits concrets. Alors, une autre question, celle d'Adama Gaïdé des États-Unis. La justice peut-elle institutionnellement être indépendante? Si oui, comment cette indépendance s'exerce-t-elle? Ma deuxième question, les confréries ne sont-elles pas un obstacle à l'indépendance de la justice? Si vous permettez, je voudrais juste compléter ma réponse. C'est par rapport à la victimisation. Non, loin s'en faut. Les magistrats ne versent jamais dans une victimisation à outrance. Non, au contraire. Les magistrats disent que eux, ils passent tout leur temps à rendre la justice. Ils ont droit aussi à la justice.
On ne peut pas concevoir que dans la plupart des cas, des calomnies, des attaques, à n'en plus finir. Parfois, c'est des honnêtes gens qui ont de la famille, qui ont de la dignité, qui ont de l'honorabilité à préserver. Je ne peux pas comprendre qu'on mette toutes ces personnes, tous ces magistrats dans un même sac, en les taxant de corrompus ou en les taxant de dépendants ou de vassalisés vis-à-vis du pouvoir exécutif. Ce n'est pas exact. Et je suis mieux placé que quiconque pour le dire. Oui. Alors, par rapport à l'institutionnalisation de l'indépendance, moi, je suis toujours d'avis que l'indépendance, on ne l'apprécie pas uniquement vis-à-vis des autres pouvoirs. Effectivement, si on parle de l'indépendance, ipso facto, on pense au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif. Mais l'indépendance, c'est un tout. C'est un comportement de tous les jours. C'est vis-à-vis des tentations, vis-à-vis des menaces, vis-à-vis même des convictions religieuses. Oui. Donc j'estime que le magistrat doit s'affranchir de toutes ces pesanteurs et appliquer la loi dans toutes Et ses... là, vous embrayez sur la question d'Adama Gaïdé par rapport justement aux pressions confrériques. Oui, les pressions Est-ce que, confrériques. par rapport à ça, le magistrat peut se sentir indépendant après avoir rendu une Mais absolument, décision? je ne pense pas que ça soit incompatible ou inconciliable. On peut cultiver la foi, la conviction, mais cela ne doit pas obliger le juge à se départir de sa mission. Le juge, il doit observer l'obligation de stricte neutralité vis-à-vis de tout le monde. Que ce soit un chef religieux, que ce soit sa famille, que ce soit ses amis, que ce soit ses fréquentations, que ce soit ses affinités, le juge doit juger en toute impartialité, sans considération de personne ni d'intérêt. Et ça, il faut que ça soit clair. Oui. Il faut que ça soit clair. Et oui, tout à l'heure, vous avez parlé de magistrats qui sont peut-être sanctionnés parce qu'ils ont pris telle ou telle autre décision qui n'a pas plu. Alors, comment l'UMS réagit souvent par rapport à ces cas? Bon, ça, comme je disais tout à l'heure aussi, c'est une perception. Et ça, je l'ai C'est pas toujours, vrai, ça? je l'ai toujours noté à C'est travers pas la vrai? presse. Oui. Non, il y a des sanctions qu'on peut considérer comme des sanctions déguisées. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Il faut le dire. Et il faut le dire avec forte conviction. Et comment vous réagissez face à Mais ces situations? on a toujours fustigé ce genre de situation. Un magistrat qui fait son travail, même si ça déplaît, on doit quand même l'encourager, on doit le motiver. Maintenant, un magistrat qui s'écarte de ce code de déontologie, il y a des mécanismes qui sont prévus pour le sanction ou autre. Mais un magistrat qui applique la loi dans toute sa rigueur, ça ne doit pas lui valoir une affectation. Et ça vide de tout son sens, de toute sa signification, le principe de l'inamovibilité, qui est une garantie essentielle de l'indépendance de la magistrature. Quand vous dites le renforcement de l'indépendance de la justice, qu'est-ce que vous voulez concrètement qu'on renforce? Ce qu'on veut, c'est que cette indépendance soit davantage renforcée. À travers quoi? À travers quoi, oui? D'abord, il y a une loi organique qui est dans le circuit, qui va réformer le Conseil supérieur de la magistrature. Et dans cette loi, il est dit que le magistrat est inamovible. Ce principe de l'inamovibilité, je l'ai dit tout à l'heure, est vidé de tout son sens par ce que nous appelons toujours les nécessités de service. Dans cette loi, je disais tantôt, ces nécessités de service doivent être clairement spécifiées. Cela veut dire que le magistrat, le principe de l'inamovibilité, c'est quoi? Un magistrat ne doit pas avoir une affectation nouvelle, même par voie d'avancement, sans son consentement préalable. Mais ce principe a des exceptions qui lui ont ôté toute signification concrète en termes d'effectivité. Finalement, ça devient un principe galvaudé. Si vous voulez, mais on est en train de lutter pour que ce principe ait un sens. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que le Conseil supérieur de la magistrature doit non seulement émettre un avis conforme et motivé, mais le Conseil supérieur de la magistrature aussi, dans la décision, on doit davantage détailler, spécifier clairement ce qu'ils entendent comme nécessité de service. Ce n'est pas uniquement une motivation lapidaire ou autre, mais ça doit être clairement spécifié. Et là aussi, le magistrat aura droit à un poste au moins équivalent à celui qu'il occupait précédemment. Et ça, c'est une avancée notable. C'est possible de l'avoir, ce que Mais absolument. Et on va se battre. Et là, je dois dire, soit dit en passant, qu'effectivement, aussi bien le président de la République que le Premier ministre, qui nous ont reçus tout récemment, je les remercie pour ça, pour ce manque de considération, mais ils ont pris l'engagement de faire passer ces textes
au plus tard à la rentrée du gouvernement. Très bien. C'est exactement leur propos à la rentrée du Le gouvernement. grand jury reçoit le président Maguette Diop qui dirige l'Union des magistrats sénégalais. Le débat sur le pouvoir judiciaire, vous l'avez posé il y a quelques jours, que le président de la République ne soit plus président du Conseil supérieur de la magistrature, que le ministre de la Justice ne soit plus le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, c'est avec illusion que vous le dites ou avec ou sans illusion? Au contraire, c'est avec conviction. Une conviction très forte que nous partageons avec tous les... C'est possible de le faire au Sénégal? Mais pourquoi pas? Mais ça ne se décrète pas. Quand comme vous on l'avez dit. dit, le ministre de la Justice a répondu en disant que cela est dans notre Constitution. Par conséquent, il vous renvoie à la Constitution. Oui, c'est parce que cela existe dans notre droit positif qu'il en parle. Si cela n'existe pas dans notre droit positif, le ministre le garde des Sceaux n'aurait pu pas en parler. Effectivement, c'est une ordonnance qui organise, qui régit l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Et cette ordonnance est légèrement modifiée par une loi de 92. Mais c'est parce que ça existe, c'est consacré, qu'on est en train aussi, nous aussi, de réfléchir, de voir aussi comment faire évoluer les choses. D'autant plus que vous-même, la presse, vous en avez toujours parlé. Comme j'ai toujours dit, c'est une perception. Oui. Le peuple sénégalais en a toujours parlé. Et je dois dire que c'est un débat, M. Diouf, qui n'est pas propre au Sénégal. Partout à travers le monde, les gens en parlent. Parce que l'indépendance de la justice, ça doit être un souci majeur qui anime tout un justiciable. Si les magistrats en parlent, c'est pour le grand bénéfice du peuple sénégalais, au nom duquel nous rendons la justice. Comment ça? Mais parce que simplement, la présidence du Conseil supérieur de la magistrature, pour moi, ça peut être perçu comme une garantie d'indépendance. Mais j'estime aussi que ça peut ne pas également être un véritable frein à l'indépendance de la justice. Simplement parce que même dans la composition du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats sont majoritaires. Ça, on l'a posé uniquement pour renforcer, encore une fois. Pour le Mais- principe, parce qu'il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir exécutif. Par conséquent, vous devez être un pouvoir exclusivement séparé de toute tutelle. C'est ça? Oui, un pouvoir exclusivement séparé de toute une tutelle, pardon. Le pouvoir judiciaire, c'est d'abord un service public. Ça, c'est indéniable. Effectivement, sous ce plan-là, on peut imaginer et on peut comprendre qu'il y ait un ministre de la Justice chargé de l'administration de la justice. Mais l'indépendance de la justice ne peut se concevoir que dans l'office du juge. Et encore une fois, dans cet office, cela ne concerne que le magistrat du siège, c'est-à-dire la magistrature assise qui est chargée de dire le droit. Moi, je ne parle pas de la magistrature debout, c'est-à-dire du parquet du ministère public. Mais surtout, l'indépendance n'est consacrée qu'au profit du magistrat du siège qui est chargé de dire le droit. Et c'est lui qui doit trancher en toute indépendance et en toute impartialité. Alors, je disais que ce débat n'étant pas propre au Sénégal, on l'a posé pour permettre à chacun de réfléchir, et la réflexion va se poursuivre. C'est un processus, et on verra ce que ça va donner. Mais nous venons tout récemment d'un pays de la RDC où cette question est déjà réglée. Elle est réglée. Depuis fort longtemps chez eux. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'ils sont plus indépendants que nous. Très bien. Mais nous estimons aussi que c'est un problème qui est posé, et l'UMS a pris position par rapport à ça. Maguette Diop, la perception que beaucoup ont eue, en tout cas par rapport à cette question de tutelle, si l'on coupe le cordon ombilical entre vous et l'exécutif, est-ce qu'on ne serait pas dans ce que certains appellent la République des juges? Je voudrais, si vous me permettez, M. Diouf, dire ici que il n'y a pas de lien ombilical entre l'exécutif et la magistrature. Ça, il faut que ça soit clair. Peut-être il y a un lien ombilical entre l'exécutif, à travers le ministère de la Justice, Exact. et le ministère public. Et ça, il faut que ça soit clair dans l'esprit des gens. C'est la précision à faire. C'est la précision et elle est de taille. La plupart des cas, les gens jugent la justice à travers le ministère public. Le ministère public ne compose pas la justice exclusivement. Et si on parle encore une fois de l'indépendance de la justice, c'est pas par rapport au ministère public, c'est par rapport au magistrat du siège. Et dans tous les pays du monde, il y a un ministère de la justice. Mais cela ne doit pas pour autant autoriser ou laisser libre cours à une quelconque ingérence ou immixtion dans la manière dont la justice est distribuée. Et ça, il faut que ça soit très clair. Moi, je n'ai aucun rapport hiérarchique avec le ministère de la Justice.
Et à travers ma personne, je parle au nom de tous les magistrats du siège. Et le gouvernement des juges, je ne pense pas qu'on puisse en arriver là. Dans beaucoup de pays, il y a des pays où il y a toujours un ministère de la Justice. Il y a des pays où le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par un magistrat. Mais cela ne fait pas pour autant des juges ou de la République le gouvernement des juges. Très bien. Alors, dans son ouvrage intitulé « Comment renforcer l'indépendance de la magistrature au Sénégal », le juge Babacar Ngom a fait des propositions de réforme par rapport à l'indépendance de la magistrature. La question vous préoccupe. Mais est-ce que, sincèrement, s'il y a tant d'indépendance pour les magistrats sénégalais, pourquoi continuer sincèrement à réclamer ce renforcement de l'indépendance de la magistrature, alors que vous avez tous les pouvoirs entre vos mains? Oui, on a le pouvoir judiciaire entre nos mains. Mais, M. Diouf, si j'insiste sur la notion, sur le terme de renforcement de l'indépendance de la justice, c'est tout simplement pour qu'on mette l'accent sur les garanties statutaires, pour rendre cette indépendance concrète. Parce que c'est facile de dire que le pouvoir judiciaire est indépendant. Mais dans la réalité aussi, on se rend compte que parfois il y a des problèmes. Je pense, tout à l'heure j'en ai parlé, la notion d'inamovibilité, je ne reviens pas sur ça, mais il y a d'autres choses, la notion d'intérim. Il y a beaucoup de magistrats qui ont statut précaire, qui peuvent être déplacés à tout moment sur la base tout simplement de l'intérim. Et là, je précise également aussi que dans la réforme, cet intérim est encadré. Mais et même la durée est encadrée. Ils ont accepté ça, non? Non, mais c'est parce qu'on est en train de se battre pour que cela change. Donc ce n'est pas une acceptation, ce n'est pas un conformisme. Au contraire, on veut faire évoluer les choses. C'est pourquoi d'ailleurs on parle de réforme. C'est ça. Justement, par rapport à cette préoccupation, à toutes ces préoccupations, Ibrahima Benjamin Diagne vous demande, est-ce que l'UMS ne devrait pas se transformer en un syndicat vous avez... pour mieux prendre en charge vos différentes préoccupations, comme cela se passe dans beaucoup de pays? C'est une question qui est discutée, mais moi j'estime qu'avec l'union qu'on a, en tout cas on peut poser tous les problèmes, on peut poser toutes les préoccupations sur la table et essayer de trouver une solution avec les moyens dont on dispose. Parce qu'après tout, l'essentiel c'est d'être efficace en action. Et l'essentiel c'est de faire comprendre à l'exécutif que la justice a sa place, qu'il y a une place de choix. Il faut que la justice soit considérée comme un pouvoir et qu'on la traite toujours comme telle, avec tout ce que cela comporte comme prestige, comme honneur, comme honorabilité. Il faut que ça soit clair. Et là, ce n'est pas un luxe, c'est un combat de tous les jours. Et tous les magistrats sont conscients de ça. Il faut que nous tous, que nous soyons debout, unis comme un seul homme, pour arracher cette indépendance. En d'autres termes, si je vous suis bien, le fait que l'UMS se transforme en un syndicat, ce n'est pas une nécessité. Moi, je ne le pense pas, très sincèrement. Et là, c'est une position individuelle que j'ai. Peut-être ça ne peut pas être partagé par d'autres. Parce que j'estime que même étant union, on a eu des acquis de taille qui sont non négligeables. Alors, nous sommes des magistrats, on ne peut pas se comporter... Et quels sont vos moyens de pression en tant qu'union? Bon, les moyens de pression... Vous ne partez pas en grève, là. Mais ce qu'on a fait jusqu'ici, je crois que c'est connu de tous. On n'hésite pas à élever la voix, on n'hésite pas à dire aux gens que ça ne va pas. Si ça ne va pas, il faut arrêter. S'il y a des émissions ou s'il y a parfois des commentaires maladroits ou autres, on dit non, c'est pas comme ça, il faut arrêter. C'est vrai, la justice, elle est l'œuvre humaine, elle n'est pas parfaite, mais les magistrats en sont conscients et nul n'est infaillible. Mais toute communication qui peut donner l'impression ou bien qui peut s'analyser en une immixtion ou en une intrusion dans la manière dont la justice est distribuée, les magistrats s'élèveront toujours pour dire non, arrêtez. Et même dans tous les acquis qu'on a eus, et je l'ai dit, des acquis extrêmement intéressants, extrêmement appréciables, à tout point de vue. Et ça, c'est au niveau de l'Union qu'on s'est battu pour avoir la concrétisation de toutes ces préoccupations. Oui. Deuxième question d'Ibrahima Benjamin Diagne. Est-ce que vous avez des points de convergence avec le syndicat des travailleurs de la justice, le SYTJUST? Mais absolument. Parce qu'on est condamnés à vivre ensemble.
eux, ils sont en syndicat. Nous sommes dans une association, mais il y a toujours des passerelles entre l'UMS et le SYTJUST. D'accord? Et j'estime que les préoccupations qu'ils posent sur la table, nous les partageons entièrement et totalement. Vous les soutenez dans leur combat? Mais bien sûr, on les soutient dans leur combat. Parce que si on parle d'amélioration des conditions de travail, si on parle de lenteur de la justice, mais nous avons tous une responsabilité. Aussi bien le magistrat que le greffier. Si on travaille pour faire en sorte que la justice soit davantage pourvue en moyens humains, matériels, logistiques, mais c'est pour accroître la qualité de l'œuvre de la justice. Et ça, c'est au grand bénéfice des justiciables. Que les décisions puissent sortir à temps, qu'il y ait suffisamment de magistrats. Actuellement, vous l'avez tous constaté, on est en sous-effectif partout. Et figurez-vous, on est même plus nombreux que les greffiers ou les avocats. Donc vous voyez qu'on est loin d'être... le nombre est insuffisant en tout cas. Le nombre est insuffisant. Oui, question d'un autre auditeur. Pourquoi les magistrats se considèrent comme étant des intouchables? Est-ce que vous avez la même perception que ceux qui le disent? Au contraire, oui. Je ne pense pas qu'il y ait un intouchable dans ce pays. À commencer par des magistrats. Des magistrats, ils ont statut, ils ont une responsabilité claire et nette. Et je vais vous dire une chose, M. Diouf. La magistrature fait partie des institutions qui sanctionnent le plus. En cas de manquement. En interne? Oui, en interne. Donc ça, il n'y a pas d'intouchabilité ou je ne sais pas moi. Quand un magistrat commet une faute ou en cas de manquement aux obligations statutaires qui sont les siennes, mais le conseil de discipline est toujours là pour faire respecter la déontologie, pour faire respecter le statut. Comme cela existe d'ailleurs dans tous les corps de métier. Hein? Et j'estime que, oui, quand même, il faut s'en féliciter. Parce que si on fait un peu l'étude des statistiques, la magistrature fait partie des corps qui sanctionnent le plus. Alors, un autre auditeur, mais qui préfère garder l'anonymat, partons du fait que le juge Abdoulaye Ba, ancien président de l'UMS, ait déclaré sur cette antenne qu'un juge au banc des accusés, c'est tout simplement bizarre. Cet auditeur vous demande pourquoi un magistrat n'a jamais été inculpé et placé sous mandat de dépôt. Réponse. Vous savez, un magistrat n'a jamais inculpé et placé sous mandat de dépôt, mais faudrait-il qu'on me dise que ce magistrat a commis une infraction? On ne peut pas inculper quelqu'un et le placer sous mandat de dépôt si on ne peut pas articuler une faute pénale, si on ne peut pas lui imputer à son passif une faute pénale de nature à engager sa responsabilité pénale. Les magistrats ne sont pas des intouchables. Un magistrat qui commet une infraction, c'est vrai, il jouit d'un privilège de juridiction, mais sa responsabilité pénale peut être engagée. Mais on ne peut pas, comme ça, du coup, inculper quelqu'un, le placer sous mandat de dépôt, sans avoir au moins lui dire que s'il a commis telle ou telle infraction. C'est une fausse perception? Oui, une fausse perception, oui. Je rappelle que le grand jury reçoit le président Maguette Diop qui dirige l'Union des magistrats sénégalais. Allons instruire, président, quelques dossiers à charge ou à décharge, comme vous dites dans vos jargons ou dans votre jargon. J'allais dire quelques grands dossiers. La grâce accordée à Karim Wade qui a suscité beaucoup de commentaires. L'ancien ministre a été libéré dans des conditions jusque-là non élucidées, et cela après une condamnation de 6 ans de prison par la CREI. Et vous, magistrat, cette décision ne vous dérange-t-elle pas avec tout ce qu'il y a dans le dossier Karim Wade? Absolument pas. Pourquoi? Pourquoi? Moi, j'ai toujours dit que dans cette affaire, la justice avait fait ce qu'elle avait à faire. Dans ce pays aussi, il faut que les gens reviennent un peu à la raison. Parce que si les lois ont été respectées dans toutes les rigueurs, pourquoi trouver à redire? Nous, magistrats, nous gardons de le faire parce que la réserve nous l'impose. Le président de la République a usé d'une prérogative qui lui a été accordée par la Constitution. En quoi ça engage le pouvoir judiciaire? Non. Cette affaire est jugée, définitivement jugée. Dans l'exécution de la décision de condamnation, la Constitution dit, si vous, justice, vous avez déjà fait votre travail,
cette étape, la Constitution, moi, charte fondamentale, je permets au président de la République d'accorder la grâce à cette personne qui est en train de purger une peine de privation de liberté. Alors, les conditions dans lesquelles ça a été fait, moi, cela ne m'engage pas. Ça ne vous engage pas. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous, magistrats, parfois, d'être utilisés, évidemment, de bonne foi, par les politiques dans certains dossiers, des politico-judiciaires? Justement, c'est pourquoi, d'ailleurs, je voudrais, si vous me permettez, M. Diouf, dire que parfois, au Sénégal, j'ai l'impression qu'on analyse la notion de l'indépendance, soit en termes de rébellion ou en termes d'opposition entre pouvoirs, quand le juge prend son courage de contradiction, à deux mains, on dit qu'on applaudit les deux mains. Mais n'oublions pas que l'indépendance a comme corollaire l'impartialité. Quand le juge estime que cette partie a raison, mais fût-elle l'État du Sénégal, mais le juge doit appliquer la loi dans toute sa rigueur. L'indépendance ne doit pas être conçue ou appréhendée à sens unique. Je n'ai pas du tout l'impression d'être instrumentalisé par qui que ce soit. J'ai la ferme conviction que dans cette affaire, les magistrats ont appliqué la loi. Est-ce que dans tous les cas, les magistrats ne sont pas instrumentalisés par les politiques? Vous pouvez le dire de façon péremptoire. Je le dis de façon péremptoire, jusqu'à ce qu'on me démontre le contraire. J'accorde toujours la bonne foi et un préjugé favorable à tous mes collègues. J'estime que tant qu'on ne m'a pas apporté des preuves, je dis moi, c'est à travers l'UMS, excusez-moi, mais c'est le bureau exécutif et l'UMS dans son entièreté. On ne peut pas se baser sur des préjugés. Nous, magistrats, on se base sur des faits concrets. Les faits, seulement les faits. Les faits, seulement les faits. Alors, donnez-moi les faits, je vous dis le droit. La traque des biens dits mal acquis, vous êtes juge à la CREI, beaucoup s'interrogent sur l'état d'avancement des dossiers. Comment les choses avancent? Sans trahir quand même quelques secrets. Oui, mais bien sûr, surtout que moi... Je vous vois un peu vous retenir. Non, au contraire, hein? Peut-être je souffle un peu, oui. Mais la traque des biens mal acquis, puisque c'est l'expression qui a été consacrée dans la presse, oui. Et puisque je suis en face des journalistes, donc je peux utiliser l'expression. Tout à fait. Ça a été enclenché et j'estime que ça doit se poursuivre. C'est vrai que ça marche au ralenti. Ça, c'est un constat. Et c'est dû à quoi, à votre avis? Bon, je ne le sais pas. Toujours quand même, vous êtes à la CREI, vous devez savoir. Moi, je suis à la CREI, mais les affaires qui sont pendantes à la commission d'instruction sont en train d'être instruites. La commission d'instruction ne se saisit pas d'office. Elle doit être saisie. Ça aussi, il faut qu'on le dise. Et là, vous mettez en cause qui? Les politiques? Non, je ne mets en cause personne. Mais j'estime que nous sommes des magistrats. Nous n'allons pas demander qu'on nous donne Donnez-nous tel dossier. Ah, non. On attend, on est là. Chaque affaire qui sera portée à la connaissance de la justice, des magistrats, chaque affaire qui sera soumise à son examen sera traitée conformément à la loi et en toute équidistance vis-à-vis de toutes les parties. Il faut que ça soit clair. Et quel qu'en soit le coût, des pressions, on est endurci. Des menaces, on est endurci. Le juge est là pour appliquer la loi dans toute sa rigueur. Ça a été le cas du dossier Karim Wade, en toute indépendance, sans pression. Mais des pressions, il y en a toujours. Mais on résiste. Des pressions. Mais le juge, mais il évolue toujours dans un environnement où il y a des pressions, où il y a des influences de toute nature, de toutes sortes. Les pressions que vous avez eu à subir dans ce cas, venaient d'où? Bon, les pressions, ça ne peut pas venir du pouvoir politique, nous en tant que magistrats du siège. Et ça, je défie quiconque de me rapporter la preuve. Mais des pressions, ça peut venir de partout. Ça peut être des menaces. Ça peut venir même de la famille. Parce que parfois, la presse était tellement lancée sur cette question que même autour de vous, on vous pose des questions. Est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Mais vous le dites, mais absolument, nous sommes des juges, on tient bon. On a prêté serment pour appliquer la loi. Et on ne voit pas du tout nous écarter, on ne va pas du tout s'écarter de cette... Oui. On garde toujours le vous examinez tout simplement les dossiers que vous avez reçus. Il y avait 25 personnes sur la liste qu'on avait déposées à la CREI. Qu'en est-il des autres personnalités politiques? Ça, je ne saurais vous dire, parce que moi, je ne suis pas
du parquet, je ne suis pas aussi dans le secret des dieux. Le parquet a son agenda. Vous savez, M. Diouf, le temps de la justice, ce n'est pas le temps de la presse. Vous savez, chez nous, il y a une notion qui vous est très chère, le buzz. Nous ne connaissons pas le buzz. Nous avons notre chronogramme, nous avons notre temps, nous avons notre agenda. Et j'estime que si on veut vraiment lutter contre la malgouvernance, si on veut vraiment lutter contre la corruption, j'estime que cette traque doit être poursuivie. Et si j'en juge à travers les propos que le garde des Sceaux a toujours tenus, il a toujours dit que l'attaque des biens mal acquis va se poursuivre. Oui, on a parlé des dossiers Abdoulaye Baldé, Aïda Ndiong, ces tout derniers jours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Oui, vous comprenez, je ne peux pas me pencher sur cette affaire pour deux raisons. D'abord, je suis magistrat. Une affaire qui est en cours, je ne peux pas en parler, mais pour une deuxième raison aussi, je suis membre de cette commission. Donc, vous voyez, la commission d'instruction de la CREI. Donc, je ne peux pas en parler dans la presse parce qu'après tout, il y a un secret qui doit entourer aussi l'instruction. Alors, Mamadou Lamine Sène vous demande, la traque des biens mal acquis est terminée après la condamnation de Wade Fils. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que la traque des biens mal acquis va finir en autre boudin? La traque des biens mal acquis ne doit pas s'en arrêter là. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Ne doit pas ou ne va pas? Ne va pas, ça, cela dépendra de qui. Parce que les magistrats, mais s'ils sont saisis, ils feront le travail. Donc ça, c'est une politique criminelle que l'État du Sénégal a déjà définie. Et c'est l'État du Sénégal qui doit poursuivre, qui doit mettre en œuvre jusqu'à terme cette politique qu'il a eu à mettre en œuvre et qui a été saluée par tout le monde d'ailleurs. Donc il n'y a pas de raison que cette traque soit vraiment terminée comme on l'a si bien dit en autre boudin. Autre dossier, président Maguette Diop, le protocole de Rebeuss avec les 74 milliards d'Idrissa Seck. On en a beaucoup parlé dans la presse. Le procureur de la République s'était autosaisi, mais aussitôt, les enquêtes qui devaient être faites ont été suspendues. Est-ce que de telles démarches ne décrédibilisent pas la justice? Je voudrais, si vous me permettez, M. Diouf, d'abord exprimer un sentiment de désolation, d'abord pour une chose. Je n'ai pas compris, très sincèrement, pourquoi on attend 2016 pour parler de ce qui s'est passé en 2004 ou 2005. Pourquoi on a tué... Ce sont les acteurs politiques qui l'ont fait, en tout cas. Voilà, donc ça n'engage que nous sommes des magistrats. Mais quand même, l'opinion a le droit de savoir. L'opinion a le droit de savoir, mais l'opinion doit s'adresser à qui? À ses politiques. Oui. Le protocole de Rebeuss n'engage pas du tout les magistrats. Mais, Président, vous ne deviez pas être étonné, parce qu'un dossier qui ne fait pas 10 ans, on ne peut pas quand même, du coup, passer à autre chose. Non, je ne suis pas sur ce terrain. Je suis sur le fait qu'on ait eu cette information, si cette information est vraie, jusqu'en 2016 pour en parler. J'ai dit que si c'était des choses qui ont été commises ou si c'était avéré, moi j'estime qu'on aurait dû en tirer toutes les conséquences au lieu d'attendre en 2016 pour en parler. Bref, le protocole de Rebeuss, parlons-en. Oui, allons-y. Le protocole de Rebeuss, pourquoi la justice est mêlée à ça? Parce que simplement, l'un des concernés, ou l'une des personnes concernées, M. Seck, à l'époque, était en détention à Rebeuss. Mais les faits qui ont sous-tendu le protocole de Rebeuss, ce ne sont pas ces faits-là qui lui avaient valu une privation de liberté ou une détention provisoire. Si mes souvenirs sont bons, sauf erreur de ma part, M. Seck avait été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour des affaires tenant au chantier de Thiès. Oui. Donc ça n'avait rien à voir avec, en tout cas, ce qui a été avancé et qui a donné lieu à un protocole, nous dit-on, de Rebeuss. Cela étant, le protocole de Rebeuss, on en parle. Mais sur ce protocole, M. Diouf, est-ce que vous avez vu la signature d'un magistrat? Cela ne concerne que les politiques. Vous-même, vous l'aviez dit. Alors,
Pourquoi les gens ont toujours tendance à tirer à boulet rouge Oui, sur la justice? mais quand même, quand le procureur juge utile d'enquêter là-dessus, et aussitôt après, suspendre ces enquêtes, on peut légitimement se poser des questions. Mais tout à fait. Mais le procureur a... Et cette, disons, cette reculade de la justice, si on peut l'appeler ainsi, qu'est-ce que vous en dites? Mais est-ce que c'est d'abord une reculade? En tout cas, les auditions n'ont pas eu lieu. Est-ce qu'il n'a pas reculé pour mieux sauter? Je ne sais pas. Dites-nous, qu'en est-il? Je ne peux pas vous le dire parce que je ne suis pas du parquet. Encore une fois, l'UMS s'intéresse aux questions générales qui intéressent la magistrature et la justice dans son ensemble. Mais le parquet, dans son fonctionnement interne, le parquet, dans ses choix, le parquet, dans la définition de sa stratégie, ça, cela n'engage que le procureur de la République et ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que le garde des Sceaux, sous l'autorité duquel il travaille. Je ne peux pas dire que c'est une reculade. Je ne peux pas le dire. Mais toujours est-il que, si cette question mérite d'être élucidée, moi j'estime que lui, en tant que procureur de la République, il prendra toutes les dispositions nécessaires pour que cette affaire soit clairement élucidée. Quand même, est-ce que, en tant que président de l'Union des magistrats du Sénégal, quand de grands dossiers comme celui-là surgissent, et aussitôt qu'il y ait une certaine attitude, vous ne devriez pas chercher à mieux comprendre, à en savoir plus? Vous savez pourquoi? Parce que nous respectons toujours la liberté d'appréciation d'un collègue. Même un juge, quand il reste sa décision, nous respectons toujours sa liberté d'appréciation. Sinon, ce serait un frein à tout ce que vous avez dit tout à l'heure comme valeur. Ce serait même une négation, une remise en cause totale de toutes ces valeurs. Même si cela fait l'objet de contestations populaires. Oui, mais justement, c'est ce que je dis. Ça aussi, ce sont des pressions. On doit résister à toutes ces pressions. On doit résister à toutes ces pressions. J'estime que toute affaire qui intéresse les Sénégalais et qui mérite d'être clarifiée, la justice doit jouer sa partition. Comment? Il appartient aux acteurs de le dire clairement. Quand il appartient à ces acteurs aussi d'en apprécier l'opportunité du moment. Le dossier concernant l'ancien doyen des juges, Mao Sémou Diouf, qui l'opposait, j'allais dire, à Mayoro Mbaye. Cette affaire, comment vous la jugez ou comment vous la percevez? Cette affaire, je l'ai suivie dans la presse, comme vous. Qu'est-ce que vous retenez comme argument ou comme élément de nature à mettre en doute l'honorabilité ou le devoir de réserve et d'impartialité de ce grand magistrat que je connais bien? Vous savez, M. Diouf, moi, je ne me base pas sur des candidatons. Je l'ai toujours dit. Moi, je veux des faits concrets. Un magistrat, il est toujours dans une situation extrêmement difficile. C'est que sûr et certain, à chaque fois que vous rendez une décision, à chaque fois que vous prenez une décision de nature à priver quelqu'un de sa liberté, mais n'attendez pas de cette personne, mais qu'il vous lance des fleurs ou autres. Naturellement, quand même, les accusations de Mayoro Mbaye ont été jugées très graves vis-à-vis de Mao Sémou Diouf. C'est des accusations, mais est-ce qu'elles sont fondées? Et ça, cela interpelle à la fois l'UMS, mais aussi la chancellerie. Si des accusations sont fondées, s'il y a des éléments concluants, s'il y a des arguments massifs de nature à mettre en doute le devoir de réserve, le devoir, l'obligation d'intégrité, la probité d'un magistrat, il y a toujours des mécanismes qui ont toujours été mis en œuvre pour mettre le magistrat devant ses responsabilités. Mais on ne doit pas laisser libre cours à des accusations, parfois, je le dis et je le répète, qui sont gratuites. Mais si ces accusations sont fondées, et ça, je peux vous demander d'aller voir les statistiques du Conseil supérieur de la magistrature ou du Conseil de discipline. Des magistrats contre lesquels des éléments ont été articulés et retenus, toujours des sanctions ont été prises. Est-ce qu'il est arrivé à plusieurs reprises ou bien quelquefois qu'un magistrat tombe devant un citoyen ordinaire pour, disons, me référer à cette affaire? Mais tombe, qu'est-ce que vous avez dit? C'est d'une façon qu'il ait tort, si vous voulez. Mais qu'il soit reconnu, disons, étant dans une position comme celle-là. Oui, mais il y a des magistrats qui ont été sanctionnés. C'est parce qu'ils ont fauté. C'est parce qu'il y a une faute disciplinaire
qui a été articulé, qui a été retenu à leur encontre. Je n'irai pas jusqu'à dire que le magistrat est tombé, mais il a répondu de ses actes. Et c'est ça l'essence d'une république. Et c'est ça l'essence d'un état de droit. Il ne doit pas y avoir d'impunité. Quelle que soit la personnalité de l'acteur, quelle que soit la personnalité du magistrat, quelle que soit la personnalité du magistrat ou d'un quel que soit son grade, quel que soit son grade, son statut, ses affinités, il ne doit pas jouir d'une protection de nature à l'affranchir de sa responsabilité. L'impunité doit être bannie dans ce pays. Et les magistrats sont les premiers à le dire. Non à l'impunité. Très bien. Alors, président Maguette Diop, la corruption dans la magistrature, la question avait été agitée par maître Mame Adama Gueye, bien avant lui d'ailleurs, après l'arrêt de la Cour suprême relatif à un conflit post-électoral à Podor. C'est fini cette affaire qui vous opposait ou qui vous oppose à maître Mame Adama Gueye? C'est fini, j'allais dire non. Qu'est-ce qui reste? Mais qu'est-ce qui reste? L'UMS avait porté plainte. Parce qu'on estimait quand même que c'était une accusation extrêmement grave. De la même manière, on avait eu dire qu'il y a une procédure disciplinaire qui a été enclenchée en son encontre. On attend de voir la suite qui sera réservée à ces procédures-là. Je ne peux pas comprendre qu'un bonjour, étant même avocat dans cette affaire, l'ayant suivi de bout en bout, jusqu'au dénouement de la procédure dans toutes ces étapes, qu'on revienne maintenant pour dire, écoutez, j'ai perdu, si j'ai perdu, c'est parce que la justice est corrompue jusqu'à ses plus hautes instances. Ça, c'est une affirmation extrêmement grave. On l'a dénoncé, on l'a condamné. Parce que aucun magistrat n'est épargné par cette déclaration. Lui-même, d'ailleurs, il l'a reconnu. Et d'ailleurs, on le félicite pour ça. Parce que aussi, quand on commet une erreur, ça agrandit toujours de venir dire que si mes propos ont été interprétés de telle ou telle manière, je m'en excuse et voilà ce que je voulais dire. Vous allez quand même laisser tomber. Après qu'il ait regretté quand même. Oui, mais on se base, nous battons pour des principes. Effectivement, moi je l'ai dit, si c'était une affaire individuelle ou personnelle, moi je n'ai absolument rien contre M. le bâtonnier et M. Madame, que je respecte d'ailleurs. Oui. Mais sur la base des principes, on est là pour que chacun applique rigoureusement ces principes. On est tous à cheval sur les principes, ce n'est pas des questions personnelles. Moi, quelqu'un qui me fait du tort, je suis prêt à lui accorder mon pardon. Vous allez lui pardonner? Personnellement, moi, je n'ai absolument rien contre lui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. Mais c'est une question de corporation, c'est la magistrature dans son ensemble. Il y a des choses qui relèvent de moi, mais il y a d'autres choses sur lesquelles je ne peux pas m'avancer. Il appartient maintenant au bureau exécutif de définir une stratégie par rapport à ça. Oui. Moi, je n'en suis que le président, mais on est une collège, on réfléchit toujours, chaque jour, sur cette question, et on ne manquera pas peut-être de vous faire part de la décision ou de la conduite que nous allons tenir par rapport à cette question. La corruption dans la magistrature, le sujet fâche très souvent, mais quelle est la part de vérité quand on parle de cette question? Monsieur Diouf, la question fâche. Je ne le pense pas. Mais c'est la manière dont la question est posée, dont le problème est posé. C'est ça qui fâche. La corruption, elle est aussi vieille que le monde. On l'a toujours dit. La corruption, elle est partout. Il appartient à chaque corps, il appartient à chaque institution d'avoir des mécanismes forts pour éradiquer ce mal qui gangrène le Sénégal dans son ensemble. Et la magistrature n'est pas en reste dans la mise en œuvre de ces mécanismes-là. Donc, nous, au niveau de l'OMS, nous sommes les premiers à condamner la corruption sous toutes ses formes. Nous sommes les premiers à condamner tout comportement contraire à l'éthique ou à la déontologie. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'on doit rester là, les mains croisées, contre toute forme d'attaque, parfois qui sont gratuites, qui ne reposent absolument sur rien. Encore, je vous ai dit, quand un fait est réel, quand un fait est établi objectivement, et c'est là où je défie quiconque,
de me dire que pour telle ou telle affaire, moi j'ai les preuves et voilà les preuves que tel ou tel magistrat est corrompu. Très bien. Alors, petite question pour boucler cette émission. Président Magatte Diop, les réformes sur le code pénal et le code de procédure pénale. Vous êtes membre de la commission en charge des travaux. Oui. Où en êtes-vous? Oui, effectivement, nous, on avait fait le travail qui nous était demandé. Oui. Et on a déposé la dernière mouture au ministère. Depuis quand? Et aux dernières nouvelles, depuis, ça a duré quand même. Mais tout dernièrement, j'ai eu une information selon laquelle ces projets ont été transmis à la Cour suprême pour avis. J'estime donc que sous peu, ces lois seront... Ça va beaucoup changer? Oui, oui, je l'estime, ça va beaucoup changer. Hein. Il y a quand même beaucoup de problèmes, beaucoup de préoccupations qui ont été prises en compte. Oui. Déjà, il y a quelques dispositions qui ont déjà été extraites et votées à l'Assemblée, comme le vol de bétail, qui est un fléau dans ce pays. Également les chambres criminelles, comme vous l'avez si bien dit. Les chambres criminelles ont été saluées par tout le monde. Parce qu'il y avait beaucoup de détenus qui ont duré. Et si vous faites très attention, si vous suivez l'actualité, presque dans toutes les juridictions, dans tous les tribunaux de grande instance, les chambres criminelles se tiennent régulièrement. Et c'est ça, ça permettra à terme de juger toutes les personnes qui sont actuellement en détention. Et ça va leur permettre d'être fixés sur le sort une fois pour toutes. Donc j'estime que cette réforme, en tout cas sur ce point-là, elle doit être saluée parce qu'elle a déjà fait ses preuves. Président Magatte Diop, je vous remercie sincèrement. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des magistrats sénégalais. Grand jury présenté par Antoine Diouf, à la technique Marie-Justine Diogo, digital manager Chefal. Bon dimanche à toutes et à tous. C'est moi qui vous remercie. Merci.